Dopo i 40 anni, Oribombe face campagna nazionale. Il giornale storico, creato dai studenti di ASS, fu e ferma sempre oggi all'organo centrale della vita politica e mediatica. Il movimento, arnese di informazione, militante, via di comunicazione, Oribombo è un simbolo di lotta di liberazione nazionale, attraverso 40 anni di lavoro e di impegno, di persecuzione e di reinformazione. Voi, quelli che avete fatto la sua vita, contateci con le Oribombo. Quando voi siete studianti non siete mica una società, massima società di tante società, non siete mica presi veramente serio, cioè sono giovani, sono studianti. Il potere francese tenia l'informazione è sempre stata un mezzo per far passare le e per dire ciò che noi volevamo, ma è vero che di tempi i giornali che c'erano non erano mica come ora. Erano anche i militanti, ma in senso contrario, portavano a parola di una certa politica. Abbiamo creato la consulta degli studenti corsi e dunque Oribombo è l'organo da SESI. È un momento che dà importanza, si può dire che la maggior parte degli studenti corsi erano a consulta degli studenti corsi. Era un giornale di già militanti, allora ci battiamo in mano di apertura dell'Università di Corti. Diceva mica la creazione, diciamo, tornare l'università chiusa in 1769 era la Francia. Je suis à la CSC, à l'époque je fais mes études à Marseille, mais je suis un peu loin de Nice, parce que maintenant Marseille et Nice c'était très près, mais à l'époque c'était un peu loin, quoi. Et donc le nid il était à Nice. Il était à Nice, donc avec Jean Nicolai, notre ami Jean Nicolai, qui a fondé le Ribombo. Et ils ont eu vraiment du mérite à ce moment-là. Et le Ribombo a commencé comme ça, sur une page double. Era un giornaluccio militante, diciamo, e avevamo pochi mezzi, e dunque ci cotizzavamo, pagavamo, non avevamo mica il permanente di tanto. E poi a poco ha preso importanza, e quando era nasce a consulta la gioventù nazionalista Costa diventa l'organo da 600 in Saleria, e dunque un movimento di liberazione nazionale è in traccia di nascita. C'erano dei movimenti clandestini, c'era il fronte paesano, c'era Giustizia Paolina. Ci voleva che dovessi i giornali da lotta di liberazione del movimento pubblico. Era il primo movimento pubblico e dopo il movimento clandestino. Il movimento clandestino nasce, il fronte nasce in 76 e faccio che dopo il Ribombo è l'organo dei giornali da lotta alla liberazione nazionale a parte da tanto. L'intérêt, c'est que par rapport à la presse dite traditionnelle, en fait, les deux grands quotidiens, l'information était quand même beaucoup plus, comment pourrait-on dire, on va encore utiliser le mot, libre. Ça sortait des canons traditionnels de la presse écrite, il y avait un ton nouveau, et il faut dire aussi un ton militant, qui pouvait dire des choses que d'autres médias probablement disaient de manière plus difficile, disons. Le Ribombo était véritablement un organe de communication important, un organe d'information plus que majeur. Il permettait de diffuser les idées, mais notamment et surtout de dénoncer les méfaits du colonialisme en Corse. Et donc ça permettait d'informer le militant tout simplement, et pour l'extérieur, le public en général, d'avoir une autre vue sur l'actualité, qui était relativement tronquée, avec des organes de presse, malheureusement, écrits, parlés ou filmés, qui étaient souvent un petit peu dans le giron de celui qui payait. E quando noi andiamo qui, portiamo nei nostri paesi, o nasce un bastione in città, o
mettiamo innescato. Quand on est nationaliste, le ribombe, ça a une image, on va dire, oui, fabuleuse. Moi, je lui dis fabuleuse parce que quand on est nationaliste, je pense que même à l'époque, c'était le seul journal qui osait, voilà, qui osait dire cette vérité. Moi, je suis de cette génération qui était gamine à l'époque d'Aléria. J'étais trop petite, j'avais 7 ans à l'époque d'Aléria, je ne peux pas me souvenir des événements d'Aléria, mais qui, en fait, dès l'adolescence, a toujours vécu avec l'histoire du mouvement national dans son ensemble, finalement, et avec aussi les journaux qui ont véhiculé ce mouvement, et dont le Ribombe. C'est le souvenir d'un journal, le Ribombe, que l'on lisait dans les années 80 étant enfant. Le souvenir d'un journal grand format, style un quotidien tel qu'on pourrait les connaître aujourd'hui, avec des unes chocs qui visaient à sensibiliser l'opinion publique corse, dans un moment où le mouvement nationaliste commençait à véritablement s'enraciner et à trouver une vitesse de croisière au niveau des idées sur un plan électoral, avec une bonne traduction dans les diverses élections. C'est le souvenir de ces journaux des années 80 que l'on lisait et que l'on tenait en main et qui représentaient déjà un espoir à travers ce qu'ils publiaient, ce qu'ils pouvaient dénoncer. Pour les 40 ans, j'avoue que je suis très fier de ça. Quaderni di Indipendenza, quand on a commencé à militer, jamais on n'aurait pensé qu'on aurait pu sortir quelque chose d'aussi bien. Je crois et que ce soit fait uniquement par des jeunes, ça, je pense que c'est quelque chose de très très important. Le Ribombe, c'est le reflet d'une idée politique qui a la possibilité de s'exprimer à travers ce journal, et ça c'est primordial. C'est aussi un vecteur d'information et un lien entre les militants et les gens qui nous soutiennent. Et c'est un moyen de véhiculer une information qui n'est pas déformée du prisme de la presse qui a une couleur bien spéciale. Alors, qu'est-ce qu'un journal militant? Un journal militant, mais je pense que c'est le journal qui va exprimer dans sa ligne éditoriale clairement et sans ambiguïté aucune sa solidarité avec tous ceux qui cherchent à briser les liens de la dépendance. Donc effectivement, il y a eu une solidarité sans faille avec le mouvement clandestin, ce qui nous a valu également quelques déboires avec la justice et la police française, mais pas uniquement avec le mouvement clandestin, avec toutes les formes de lutte, avec tous les gens qui se battent, avec le STC, avec donc tous les gens qui se battent dans le cadre de la lutte de libération nationale. Le Ribombe, c'était la seule façon de dire les choses telles qu'elles étaient. Era qualcosa di straordinario, non era come una consulta, erano i delegati di sezioni, era come un meeting, c'era un mondo, una politizzazione forte, c'era un livello molto importante, è la cosa di magnifico, e dunque il Ribombe traduciva su un livello qui, si ribattiti interni e sa maturità do movimento. Pour un militant, c'était quasiment sa Bible. Voilà, c'était quasiment sa Bible. Même si il faut dire que pas tous les militants n'étaient abonnés. Voilà. Malgré tout, il y avait cet attachement important à leur organe de presse. C'était le leur, en fait. Et c'est pour ça que on recevait une série de contributions de militants qui nous envoyaient même leur poésie, parce qu'il y avait cet attachement. Le fait de dénoncer quasiment à la une de tous ces numéros des fraudes en tout genre qui minaient la vie politique et démocratique corse de l'époque, lui a conféré une saveur particulière. Bon, on était sur une dynamique du mouvement nationaliste également, et donc tout cela a joué à ce que son nom, depuis 1974, a eu un certain écho, un certain aura, et ça lui a perduré jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que le journal existe encore en 2014, qu'il va bientôt fêter ses 40 ans, et qu'aujourd'hui finalement il se retrouve 40 ans plus tard
à être de nouveau le seul journal d'expression du mouvement nationaliste révolutionnaire, je dirais, du mouvement nationaliste indépendantiste. Et donc, c'est vrai que toute l'actualité qu'il y a eu à côté du Ribombo, notamment judiciaire, parce que dans les années 80, il y a eu de nombreuses arrestations, de nombreux procès, des turpitudes qui ont continué dans les années 90 au plan interne et au plan externe, qui ont encore eu lieu des prolongements dans les années 2000, fait que ce journal a conservé une place unique, qui est celle d'un point de référence incontournable pour celui qui cherche à avoir un œil nouveau sur l'actualité corse. Alors, quand on est en prison, notamment recevoir le Ribombo, c'est presque vital, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de liens avec l'extérieur. On connaît la longueur du courrier de la famille, on sait que les lettres sont lues et que donc c'est toujours difficile d'exprimer des choses et de tenir les militants que nous sommes emprisonnés. On a besoin justement de cette information et on attendait le Ribombo avec impatience parce que c'est là vraiment le lien il est essentiel. Les gens savaient quand même que ça reflétait quand même un certain courant politique. Et donc c'était vu par les auditeurs ou lecteurs de la presse dite classique ou traditionnelle, c'était vu avec une certaine suspicion quand même, une certaine, pas inquiétude, mais enfin une sorte de curiosité aussi. È vero che il giornale è sempre stato visto come un giornale di informazione, ma un giornale di un movimento. Dunque, quello che aveva il giornale, era usato il giornale. Dunque, portava un messaggio di concolta e di costigazione, ma ha continuato quantunque a avere un viso generale nell'informazione, ha continuato di denunciare ciò che si passava in Corsica e di denunciare sempre la politica di Stato francese. On avait un rédacteur en chef et moi qui étais secrétaire de rédaction, qui étions membres du mouvement, qui étions militants dans des sections différentes d'ailleurs, mais on faisait nous le lien et puis il y avait une représentation au sein de l'exécutif à l'époque, il y avait un représentant du Ribombo au sein de l'exécutif et ça nous permettait d'avoir ce lien direct. Et moi je disais même à un moment donné que ça devenait un journal, un hebdo généraliste. À un moment donné, c'était très bien. C'est très bien, ça prouvait quelque part que on n'avait pas grand-chose à apprendre des autres. Il y avait aussi des dossiers de fond sur des sujets culturels, sur des livres, sur le cinéma par exemple, sur le sport. Il y avait au-delà de la politique à proprement parler, il y avait tout est politique à mon sens, mais ceci dit, il y avait une grande variété, une multiplicité des sujets. Il Ribombo è veramente in consonanza ancora a realtà politica, a realtà sociali e culturali direttando e giornali do movimento nazionale, ma quelli che sono contro noi, sono obbligati a tenerne conto e dunque siamo invitati e dopo a parte di essere, non so più, mi rimango più tanto bene, ma 84, 85, ogni settimana c'è un responsabile del Ribombo che ha invitato a RCFM, come si chiama, non so se chiama RCFM, e in qualche altro giornalisti di Corso Matin, chiamano di Corso Matin, mi pare, e di Provenzal, parlare dell'attualità da settimana. Donc, il Ribombo è preso in conto ed è riconosciuto come una... Nous avons fait à l'époque donc une démarche pour que je sois journaliste professionnel. Donc nous avons fait cette demande qui a été positive. Et donc le Ribombo m'a permis d'avoir ma carte de presse, donc stagiaire pendant 3 ans je crois, et puis professionnelle après. Donc c'est pour dire que lorsqu'on était au Ribombo, on pouvait à la fois être militant et puis être un journaliste professionnel, parce que je pense que j'ai pu faire mon métier correctement. J'ai appris déjà à faire tout ce qui concerne la PAO, la maquette. J'arrive au Ribombo, je ne savais rien faire et j'ai appris sur le tas, vraiment. J'ai commencé par taper les textes, les relire et puis j'ai fini par faire la maquette du journal. Et puis surtout j'avais appris plus ou moins par les Corses au lycée, à la maison, comme tout le monde, sans avoir de cours de Corse. À mon époque, ça n'existait pas. Et j'ai appris à le lire et à l'écrire au Ribombo.
notamment grâce à Paul Philippe, et ça a été énorme, parce que c'est avec lui que je corrigeais les textes en corse, qu'il a commencé à m'apprendre à le lire déjà, et ensuite à corriger, éventuellement. Et c'est intéressant parce qu'il y avait quelques textes en corse à l'époque, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, et c'est très bien justement pour l'apprentissage de la langue. Moi, ça avait été quelque chose d'énorme. La piazza da lingua, diciamo, la cultura proprio. La piazza della lingua non è mica dare una piazza maggiore, non è mica stata facile, perché anche un denno c'era che dicevano la lingua, dicevano, se voi ripartite troppo, prima dicevano, tu sei un culturale. Allora facevano anche trasparenza, dopo non si è più fatta, che a volte non si face più. Le politiche culturali, io dicevo, ma le politiche culturali non c'è nessuna differenza. Comunque, Pampona, piazza della lingua, c'è voluto non più tempo, perché, sapete, partiamo da una situazione di colonizzazione di Richard, ma dopo è stata veramente un puntedo maggiore. Il est évident qu'à un certain moment, on a été les premiers à écrire en corse. La langue corse n'était pas du tout diffusée, c'était pas du tout la langue de la presse nationale, bien sûr, ni régionale. C'était très important et ça l'est encore aujourd'hui. Je pense que c'est quand même un véhicule d'information qui est primordial, parce que ce ribombe, il était diffusé dans les sections, et on le reçoit à la maison quand on est militant. Moi encore aujourd'hui, je suis toujours abonné au ribombe, et c'est un moyen d'être en lien direct avec le mouvement, d'être informé, et aussi d'avoir un outil culturel entre les mains sur la Corse en général, au-delà du mouvement. Dans le combat culturel, le ribombe a eu une influence majeure, surtout au début. C'est sûr que maintenant, ça fait rire quand on ne peut même pas penser qu'un jour, il y a eu quelqu'un pour interdire les Mourini de chanter, quoi. Ça paraît fou, quoi, quand même. Et pourtant, c'était la stricte vérité. Donc, effectivement, au niveau culturel, le ribombe a appuyé toutes les démarches di Uriacquisto. Quando non trimma all'Assemblea di Corsica, in 84, la seconda Assemblea di Corsica, che unità nazionalista è innanza all'UPC, Unione del Popolo Corso, e abbiamo 3 eletti. E dunque, a parte da tanto ci sono i permanenti. Et c'è, mi pare, cominciamo con due permanenti, proprio 3-4, c'è parecchi permanenti. Il y avait une organisation qui était assez prégnante, puis c'était un hebdomadaire, moi, à l'époque où j'y étais. Et il y avait une structure qui s'appelait JPC, qui faisait tout ce qui était technique, je dirais, la mise en page, le flashage, etc. Toutes les semaines, il y avait une réunion de rédaction qui avait lieu le jeudi. Et alors, le mercredi, la veille, il y avait le journal qui sortait, donc on étudiait, on critiquait éventuellement le journal qui venait de paraître, et puis on mettait en place le contenu du journal de la semaine d'après. È vero che di un travaglione, di un travaglio difficile, perché ce la fa l'articolo, ce la pensa, ce la fa l'insegnamento, ce la informasi e tutto, e facciamo che a sera, a 6 ore, o sabato o in domenica. Alors la logistique à mon époque était relativement facile à gérer au niveau du ribombe, parce qu'il y avait une équipe avec des gens qui faisaient que ça, bénévoles ou quelques-uns qui étaient salariés. Mais en tout cas, c'était vraiment, moi par exemple, en tant que militante, c'était la plupart de mon temps qui était consacré au ribombe, et on faisait que ça. Alors c'était finalement plus facile à gérer peut-être que maintenant, malgré le fait qu'à l'époque il était hebdomadaire, il y avait une sorte de roulement et on était rodé, je dirais, au fonctionnement. À un moment donné, on était 10-12 au sein de l'équipe à travailler, à apporter, chacun apportait sa pierre à l'édifice. Et puis, oui, progressivement, il y a eu des départs. Voilà, donc il faut faire face. Il faut faire face. À un moment donné, on se retrouve seul avec le photographe. On était plus que deux au niveau de la rédaction. Le journal était passé de 12 pages à 16 pages. Il faut faire face parce que notre objectif, parce qu'on est militant, encore une fois, c'est que le journal sorte. Le premier qui nous a amené sur le plan journalistique énormément de choses, parce que lui-même était un grand journaliste, il a été grand reporter à l'humanité, tout le monde l'aura compris, c'est Antoine Acquaviva, que je salue aujourd'hui, qui nous a amené énormément de choses. Moi, personnellement, sur le plan journalistique,
ça a été une grande découverte. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire qui a eu un parcours politique exceptionnel, qui était dans les brigades internationales contre le fascisme en Espagne, qui était dans les pays de l'Est, enfin qui a eu un parcours extraordinaire et qui est rentré dans son pays, en Corse, et qui s'est engagé auprès du mouvement national, qui s'est engagé pour véhiculer justement cette information. C'était son métier, hein. Il a toujours été journaliste, hein, et c'était son métier, et il a mis son savoir et son expérience au service du ribombe. Pour moi, j'en garde un souvenir impérissable, qui m'a appris beaucoup de choses. Le deuxième, c'était quelqu'un de très cultivé, de politiquement au-dessus du lot, complètement au-dessus du lot, politiquement. Culturellement, quelqu'un et puis humainement aussi, quelqu'un de très humain, c'était Jean-Michel Rossi. Voilà. Ça, c'était, je parle des deux rédacteurs en chef, hein, qui ont amené, à mon avis, à mon sens, énormément au ribombe. Je me suis senti fier de pouvoir faire ça, de pouvoir faire enfin des choses qui ne sont pas données à tout le monde, et surtout d'avoir la confiance des gens qui me permettent de faire ça. Parce qu'on travaille avec des avocats, on travaille avec les associations de défense de l'environnement, donc on avait toutes les informations sur notre table, à notre portée, et puis parce qu'on était militants, justement, il fallait donc aller au bout, aller au-delà des dossiers, aller au-delà des simples rencontres avec ces gens-là. Parfois, on va dire, les réponses au téléphone étaient négatives. Non, ça ne m'intéresse pas parce que vous êtes ribombe. Donc il faut contourner. À ce moment-là, tant pis, on va sur le terrain. Et c'est vrai que les premiers contacts sont forcément les militants qui sont sur place. Et qui nous mettent aussi en relation avec des gens de la région. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des dits et des contre-dits, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que tu crées un papier, un article, un hebdo, un mensuel, même, voilà. Alors on rentrait à Matignon, mais on ne rentrait pas à la préfecture donc de Bastia. On nous refusait les accréditations et on avait su que c'était le ministère de l'Intérieur qui nous refusait les accréditations. Donc un jour, il y avait l'arrivée du nouveau préfet à Bastia et mon photographe qui était correspondant pour Gamma me dit écoute, on y va, on dit que tu es Gamma, donc tu es ma collaboratrice, tu es ma journaliste. Je dis ok, on y va. Donc on arrive à la guérite, on voit ma carte de presse, il y avait écrit ribombe dessus. Donc on ne montre pas les cartes de presse, on dit simplement Gamma, en même temps que les autres journalistes. Et puis donc on arrive dans le salon avec le préfet, etc., les autres confrères qui me regardaient un peu bizarrement, parce qu'ils savaient qui j'étais. Ça, c'est une exclusivité évidemment mondiale. C'est un scoop, cette image et puis d'autres qui sont autour. C'est pas évident d'aller shooter des gens comme ça, des clandestins qui sont en train de s'entraîner. On m'a fait confiance. Malgré le fait que je sois le photographe du ribombe, ce n'est pas non plus évident, parce que tu es le photographe du ribombe que les mecs ils vont trouver toutes les portes, c'est pas vrai ça. Il y avait aussi un lectorat, je pense, au-delà des militants. On s'est aperçu que finalement, dès qu'on publiait quelque chose qui dérangeait, tout le monde était au courant, quoi. Hein. De temps en temps, on reçoit des coups de fil, plus ou moins chaleureux, plus ou moins menaçants parfois. On avait des gens qui nous écrivaient pour nous donner un avis ou nous suggérer des dossiers, des thèmes qu'ils auraient aimé lire dans le journal. C'est aussi une tribune pour les prisonniers politiques, pour nos prisonniers qui ne pourraient pas s'exprimer, qui ne peuvent pas s'exprimer ailleurs, hein, de toute façon, puisqu'ils nous écrivent directement et souvent on publie leurs lettres in extenso. On n'a jamais été considéré comme tout autre média, mais à aucun moment, parce qu'on avait cette étiquette politique très forte. Abbiamo pubblicato ciò che non vogliamo tutte le pubblicazioni, ci sono stati Giustella ed altri, non ci hanno mai detto qui a Moriviga, ci fa qualcosa di più lebio. No. Abbiamo sempre, i comunicati Rovon sono stati sempre pubblicati, la difesa Rovon è stata sempre continua. Avant parution, on était convoqué à une déposition au commissariat. Bon, voilà, point. Donc oui, et alors d'autant plus lorsqu'on fait ce genre de reportage exclusif et sur des clandestins à l'entraînement, ça c'est encore, oui, on est convoqué de toute façon. Hanno cercato parecchi mezzi di impedirci la sua udienza sul suo sviluppo. Jusqu'au jour où est sorti ce fameux article de loi
je crois que c'est l'article 151, je crois pas me tromper, qui préserve les sources des journalistes. Et à ce moment-là, lorsque l'interrogatoire commençait, on disait au gars qui était devant nous, on disait voilà, moi j'invoque l'article 151, je crois, du code. Et le gars, systématiquement, ils avaient ça dans leur tiroir, ils sortaient le feuillet en disant c'est de ça dont vous me parlez, oui, bien sûr. Et il disait j'ai quand même 20 ou 25 questions à vous poser, posez. Il posait ces questions, alors il y a des questions qui variaient, sur le fait, encore une fois, où ça s'est passé, où est-ce que vous êtes allés, combien ils étaient, plein de questions comme ça. À chaque fois qu'il posait une question, je disais, j'invoque l'article 151. Il mettait l'article 151. Quand on est journaliste, on a au-dessus de soi un rédacteur en chef, qui lui-même a au-dessus de lui un directeur de publication. Un directeur de publication prend tous les risques, on va dire, au niveau juridique. Et parce qu'on a un rédacteur en chef, donc il faut faire avec. Voilà. Il y a eu, c'est vrai, alors des articles virulents, très polémiques. Et parce qu'on fait partie de cette rédaction, on est solidaire, forcément. Il n'y avait pas de langue de bois, donc forcément les gens étaient intéressés, quoi. Lorsque tu disais que le président du Conseil général venait d'être élu, je prends un exemple, peu importe lequel, venait d'être élu, autant de voix, machin, enfin, bien. Ça, c'était l'information générale. Mais lorsque nous, à côté, on disait que le président du Conseil général de la Haute-Corse venait d'être élu à tant de voix, mais qui avait voté pour lui? Ou qui ne l'avait pas fait parce qu'on avait les informateurs? Ça, c'était plus intéressant. Ça, c'était un travail d'investigation. En fait, l'État français a toujours essayé de nous faire taire, sinon de nous affaiblir. Ils avaient compris tout de suite que le ribombo était une menace pour eux. Le ribombo dérangeait dans la mesure où, évidemment, il y avait une ligne politique qui convenait pas à l'État, et il y a eu des problèmes au niveau administratif, par exemple. Vous savez qu'il faut un numéro de publication pour paraître. Je me rappelle qu'à un moment donné, on a vu quelques soucis. Ça aussi, c'était constructif. T'imagines un peu, on va nous interdire de paraître. Donc on a de l'importance. Donc quelque part, on gêne. Et si quelque part on gêne, il faut encore avancer, un peu plus, en avant. Voilà. Le but du jeu, c'était d'exprimer au grand public ce que chaque militant dans son petit coin ressentait. Nous sommes sur une matière qui est extrêmement délicate. Il fallait savoir jusqu'où on pouvait dire les choses sans tomber sous les fourches de la censure ou de CSA. C'est une période quand même assez compliquée à gérer. L'État a plusieurs fois essayé d'enlever le numéro de commission paritaire du ribombe. Je me souviens qu'également, à un moment donné, il avait essayé de nous empêcher de publier les annonces légales. Alors, vous savez que les annonces légales, c'est important pour un journal parce que ça fait vivre le journal, ça permet quand même de le financer en grande partie, au-delà des publicités. Et il y avait eu une cohésion et un soutien de l'ensemble du mouvement pour défendre la liberté d'expression, puis c'est une liberté de la presse également, pour que le ribombo continue à apparaître. Quelqu'un qui est rédacteur en chef au ribombo, un jour ou l'autre, il passe par la case prison. Quelqu'un qui est directeur de publication, un jour ou l'autre, il passe par la case amende, et amende salée. Et puis, ce qu'ils avaient inventé aussi à une certaine époque, c'est qu'en gros, ils faisaient des contrôles fiscaux chez les gens qui nous faisaient de la pub. Ils sont allés voir systématiquement tous nos annonceurs et ils ont déclenché des contrôles fiscaux. Alors effectivement, après, une fois, quand vous allez revoir ces mêmes personnes, ils sont moins chauds pour vous accorder une aide, quelle qu'elle soit, Et financièrement, c'est vrai qu'on était complètement étouffé à un moment donné. Je sais qu'on est resté 3-4 mois sans avoir de salaire. Mais malgré tout, parce qu'on était militant, et parce qu'on voulait absolument que ce journal sorte, le journal est toujours sorti dans les temps. Il y a eu plusieurs étapes. Donc il y a eu une étape où vraiment le journal était composé de A à Z par des professionnels, comme notre ami Antoine Aquavive, notre ami Pierrot Mourat, etc. Et l'époque actuelle où il n'y a que des bénévoles. Il me prend pour un pinsout.
Le ministricule de l'Intérieur de l'époque, M. Nicolas S., avait considéré que le mouvement nationaliste était un mouvement d'essence mafieuse et qu'il générait le désordre en Corse, avec notamment le ribombe au centre de ce système. De nombreuses personnes qui avaient apporté leur contribution au journal par des publicités se sont retrouvées interpellées, se sont retrouvées en garde à vue. Des gens qui étaient souvent loin du mouvement nationaliste. Et donc il leur était conseillé d'arrêter de financer le journal au prétexte qu'il pouvait avoir de gros problèmes et d'être poursuivi pour des histoires d'apologie du terrorisme et autres. Le ministricule de l'Intérieur de l'époque avait dépêché l'un de ses amis juges, en l'occurrence le juge Courroy, pour mener une opération judiciaire à l'encontre de divers responsables et militants nationalistes. Et le journal Le Ribombe, où s'était retrouvé dans l'œil du cyclone, on a notamment vu débarquer le fameux juge Courroy et toute sa clique de la brigade financière dans les locaux de 20 mètres carrés du Ribombe. Le journal a fermé au mois d'avril-mai 2004, faute de moyens financiers. Lorsqu'un organe de presse s'éteint, ferme, meurt, je veux dire, c'est la liberté de la presse qui est complètement bafouée, je veux dire. C'était un drame. Pour moi, franchement, c'était un drame de voir que cet organe de presse devait fermer ses portes, voilà. Même si c'était momentanément. Et malgré tout, un certain nombre de militants qui avaient déjà travaillé au sein du journal et des militants du mouvement qui était Corsica Nazione Indipendente à l'époque, souhaitaient de nouveau relancer cette activité que le journal avait eue depuis 30 ans, à savoir diffuser le message de la lutte de libération nationale et continuer à informer sous un œil nouveau, toujours avec sous un œil nouveau et avec un ton autre que celui de la presse conventionnelle, le peuple corse sur l'état de la situation politique et sur ses avancées et ses espoirs. Nous avons toujours fait ce que nous pouvions pour soutenir, évidemment, et j'y reviens encore, en restant sur ce fameux fil du rasoir entre ce qu'on pouvait dire et ce qu'on ne pouvait pas dire, sauf à tomber nous-mêmes sous le coup de sanctions. On a dû passer vraiment à ce mensuel, bon, qui n'est pas trop mal quand même, hein, on arrive quand même à s'en sortir, mais avec très peu de moyens, très peu de moyens. Et effectivement, tout le monde est bénévole. Donc en avril 2005 est né l'Uriombo International et qui a pris la suite de Uriombo di Corsica Nazione. Le premier numéro a été diffusé au mois de mai de la même année, donc au mois de mai 2005. Et donc c'était un retour du journal dans les kiosques, donc toujours avec cette même volonté qui avait fait la force du journal pendant 30 ans, de porter le message de la lutte de libération nationale et d'apporter des scoops ou des informations nouvelles que l'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Et d'ailleurs, le journal s'était distingué dès son premier numéro de deux manières. La première, en faisant un pied de nez aux responsables politiques français, parce qu'on avait mis décagoulés en une à l'époque, enfin décagoulés en une, sauf que les cagoulés, ce n'étaient pas ceux auxquels on pense obligatoirement, et c'était plutôt des membres du RAID ou du GIGN qui venaient interpeller des militants nationalistes, et c'était probablement des cagoulés qui avaient meilleure réputation que ceux pour lesquels on nous avait reproché d'en diffuser par le passé. Et le deuxième pied de nez, c'est que l'on avait diffusé dans ce premier numéro de la version nouvelle un document un peu classé confidentiel, qui était un document de la Socotec, de la Commission de sécurité, qui avait été adressé un an auparavant à la SEM de Bastia, qui était présidée par Émile Zuccarelli, et qui mettait clairement en évidence les dangers qu'il pouvait y avoir dans certains quartiers, notamment dans la rue droite, en ce qui concerne les installations de gaz. Et si vous vous en rappelez, un an auparavant, il y avait eu un drame terrible dans ce quartier, où une explosion de gaz, un samedi matin, avait provoqué la mort d'une personne et avait fait plusieurs blessés. On était revenu en diffusant un document dont aucune
aucune rédaction écrite, parlée ou filmée n'avait eu écho. Et en faisant un pied de nez à l'État, en publiant des photos de cagoulés différentes de celles desquelles on nous accusait, et ce qui avait donné un certain retentissement au premier numéro de la nouvelle monture du journal. Du numéro 1 fait par les étudiants à l'université à aujourd'hui, il y a ce fil conducteur qui est vraiment important et qu'effectivement c'est un des piliers, c'est pas le seul, hein, mais c'est un des piliers du mouvement national. O riombo ha sempre la sapienza. Io penso che questo giornale non deve mica sparire, deve continuare a essere presente, a essere distribuito, a essere dato per portare esperienze di nostro popolo. E come non abbiamo manco 40 anni, non voglio mica fare vecchio, è vero che oggi c'è essere presente in tutti i mezzi di comunicazione e abbiamo visto che o riombo a in certi mezzi sociali come Facebook e altri e in internet e ce la continua con tutti i mezzi a portare su messaggio di esperienza con in cima uso nome o riombo che porta un uso nome e che porta le esperienze di un popolo. Trovo che quelli che si sono a capo dei giornali facciano un travail interessantissimo. Le ribombo, c'est quelque chose que tout le monde connaît en Corse. Le ribombo n'a jamais changé de nom au fil de la lutte. Il y a eu la CSCC, la CGNC, la CCN, le MCA, la Concolta, Corsica Nazione, Indipendenza, Corsica Libera, et il y a eu le ribombo. Il y a eu le FLNC, il y a eu le ribombo. C'est les deux sigles qui n'ont pas changé dans la lutte. Si l'on voit l'évolution de la société corse aujourd'hui, la promotion des idées, de manière très globale, du nationalisme, ces idées ont beaucoup progressé dans la société d'aujourd'hui. On peut quand même penser que Ribombo est quand même un peu pour quelque chose. Le ribombo a commencé avec 2 feuilles à 4. C'était une A5 pliée en 2, à Nice. 2 feuilles, il y a 40 ans. Noir et blanc, avec ribombo. 32 pages, 40 ans après. Ils sont partis. Moi, j'étais pas là, hein, j'allais les voir parce que j'étais pas loin, mais ils sont partis sur 2 feuilles, 2 feuillets. Aujourd'hui, ils en sont 32. Siamo un filo storico di Aluta, un filo storico. O ribombo, ribomba.